Bonjour Monsieur le Recteur, bonjour à tous et à toutes. Je suis Arthur Vuez, élève en terminale générale au lycée Julag à Besançon. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Monsieur le Recteur. Je m'appelle Millie, je suis en classe de terminale au lycée Julag à Besançon. Bonjour Monsieur le Recteur, bonjour à tous et à toutes. Je suis Anna, élève en première générale au lycée Claude-Nicolas Ledoux à Besançon. Bonjour à tous les trois et merci d'être là. Cette année, nous avons eu la chance d'être élus tous les trois au conseil académique de la vie lycéenne. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être ici pour représenter nos camarades lycéens. Nous allons donc vous faire part de quelques questionnements qui nous sont remontés. Donc pour commencer, nous nous demandons, suite à la mise en place de l'enseignement hybride, comment il était possible de maintenir le lien entre les élèves et quelles pouvaient être éventuellement les actions à mettre en place. Alors cet enseignement hybride, comme vous dites, et vous employez bien le terme qui s'est imposé très rapidement, il représente encore une nouveauté par rapport à ce que vous avez connu au printemps dernier, puisque il y a eu le confinement complet, donc le distanciel complet. Il y a eu ensuite, pour certains, un retour à la toute fin de l'année pour les lycéens, en présentiel complet, et vous n'aviez pas encore connu ce régime mixte qui alterne le présentiel et le distanciel. C'est très nouveau pour vous, c'est nouveau aussi pour les professeurs qui ont dû s'y adapter et pour tous les personnels globalement. Le souci que nous avons eu et que nous conservons, c'est de limiter au maximum les inconvénients du distanciel, de revenir le plus vite possible au présentiel complet. C'est pourquoi nous n'avons pas dépassé 50% de distanciel. Et quand on pouvait faire moins, on l'a fait. Mais évidemment, dans les plus grands lycées, comme ceux d'où vous venez, ça n'était pas possible. Alors, cette alternance pose un certain nombre de problèmes. Elle inquiète celles et ceux qui préparent le baccalauréat cette année, parce que, évidemment, elle crée de la variété dans les situations, puisqu'il y a des plus petits lycées où on a pu rester entièrement en présentiel ou faire moins de distanciel. Il y a une cellule de continuité pédagogique qui est en place, qui réunit des inspecteurs, des responsables du numérique éducatif, tous très mobilisés pour veiller à ce que ne s'introduisent pas de risque d'inégalité. La variété, c'est une chose souhaitable, parce que tous les établissements ne sont pas dans la même situation, mais l'inégalité, c'est une chose inacceptable. Donc, tout ce travail passe évidemment par l'écoute de ce que vous avez à nous dire à ce sujet, et je retiens parmi les idées fortes qui ont été exprimées par des élèves que on pouvait retenir comme critère la fragilité plus ou moins grande des élèves et réserver le présentiel ou prioriser pour le présentiel celles et ceux qui en auraient le plus besoin et à qui il faudrait éviter complètement le distanciel pour que d'autres éventuellement restent davantage en distanciel lorsqu'ils le peuvent, lorsque ça leur pose moins de problèmes, etc. Donc vous voyez, ça qui donne l'impression d'être une inégalité, dès lors qu'elle est comprise, voulue, souhaitée par les élèves eux-mêmes, me paraît une idée qui montre qu'il y a une solidarité et que dès lors qu'on préconise ce genre de distinction, eh bien on est capable de l'organiser et de compenser ce qui doit l'être. Donc là où on ne le fait pas ainsi, là où on n'a pas retenu ce principe de prioriser les plus faibles pour le présentiel, eh bien, dès lors que les élèves sont conscients qu'il faut avoir une attention particulière pour eux, ils peuvent, avec les professeurs, trouver des moyens. Et on l'a bien vu l'an dernier avec l'initiative prise au sein du CAVL, chez vos prédécesseurs, sous le nom de Rester School,
cette application qui a permis de créer du lien et d'échanger aussi des documents et donc de soutenir le travail scolaire de ceux qui pouvaient éventuellement se trouver dans des conditions plus difficiles. Et j'aimerais bien, et je sais que Madame Monin, la déléguée académique à la vie lycéenne, y veille, à ce que cette mémoire ne se perde pas, et ce qu'il y ait d'un mandat à l'autre, d'un CAVL à l'autre, une continuité. Malgré les différentes campagnes de sensibilisation, il y a toujours différentes formes de discrimination qui sont encore présentes, et nous voulons savoir comment favoriser le vivre ensemble. Effectivement, Arthur, ces discriminations, elles sont de tout temps, et les situations de crise n'aident pas à les réduire. On le sait bien, traditionnellement. Elles ont même tendance plutôt à les aggraver. Raison de plus pour être donc particulièrement mobilisés. On finirait par oublier quelquefois que nous avons la chance, dans l'adversité où nous sommes, dans l'épreuve que représente pour notre pays, comme pour tous les autres, plus ou moins, la pandémie, eh bien, par rapport à certains, on a la chance d'être dans un pays libre, avec des institutions démocratiques, avec une liberté d'expression pour laquelle l'actualité récente nous a rappelé qu'on risquait quelquefois sa vie, ce qui évidemment n'est pas acceptable, mais ce qui vous montre à vous que rien n'est jamais acquis et que ces institutions-là, ces libertés-là, eh bien, il faut se battre pour les garder ou pour les accroître. C'est une affaire collective et c'est une affaire de solidarité, effectivement. Et bien, les discriminations, dès lors qu'elles apparaissent, il faut les signaler, déjà, c'est la première chose. Il y a des outils, il y a un droit qui existe et qui les proscrit, en principe. Donc, elles ne sont pas acceptables dans leur principe. Et néanmoins, elles existent. Dès lors qu'elles sont identifiées, il faut les signaler, et il y a un certain nombre d'organes qui peuvent agir, pas seulement en interne, au sein de l'éducation nationale. Nous avons une équipe laïcité et valeurs de la République. On a évidemment un proviseur vie scolaire et des référents contre le harcèlement, qui peut avoir des liens avec des formes de discrimination, mais il y a des cas qui relèvent du droit et du judiciaire, et dans ce cas-là, il faut accompagner ceux qui auraient à en souffrir dans des procédures judiciaires. Le droit, dans un pays libre, le droit est fondamental comme instrument de liberté. C'est comme garantie pour les citoyens et vous allez être demain des citoyens pleins et entiers, et vous serez vigilants sur cette question des droits, qui ne va pas sans responsabilité, bien entendu. Donc, au moment où nous mettons l'accent sur l'inclusion, il ne faudrait pas, même si ce terme est employé dans un sens particulier et restrictif, souvent pour les élèves à besoin éducatif particulier, et en particulier les élèves porteurs de handicap, bien sûr qu'il faut les inclure davantage et qu'ils ne doivent surtout pas être victimes de discrimination, mais ce ne sont pas les seuls. Moi, je considère l'inclusion comme une catégorie très large qui doit permettre d'éviter toutes les formes d'exclusion, et pas seulement celles dont souffrent traditionnellement des élèves qui ont été toujours tenus, pour des raisons diverses, en marge du système. Donc, c'est en effet un des sujets sur lesquels nous devons être les plus vigilants. Nous nous demandions comment sensibiliser la communauté scolaire sur la thématique du développement durable en favorisant l'implication de nos camarades éco-délégués.
cet enjeu est un de ceux qui mobilise le plus votre génération. Avec le thème précédent, je suis convaincu que les questions touchant au développement durable, comme celles touchant à l'identité des personnes, à leur identité de genre, qui cause souvent de discrimination, sont des questions qui vous importent beaucoup plus et qui vous mobilisent, qui font de vous des citoyens, bien plus qu'aux générations précédentes où il y avait d'autres combats qui ont contribué à l'éducation politique. Pour vous, ces deux sujets-là sont primordiaux et à nous d'accompagner la conscience qui se développe en vous pour ces questions et d'outiller de connaissances sûres, fondées sur la science. Ce que des périodes comme l'actuelle entretiennent, quand elles ne les développent pas, ce sont des réflexes de défiance à l'égard du droit, à l'égard des institutions, à l'égard des autorités, et même à l'égard de la science. Ce qui doit tous nous préoccuper. On mesure le chemin parcouru depuis des époques comme celle du lieu où nous sommes, ont pu les connaître, où la science faisait rêver, était objet de désir, parce qu'on sortait de temps d'ignorance et elle représentait un progrès, des conquêtes, des libertés nouvelles. Et puis dans la suite, la science a été l'instrument de destruction, de catastrophe. Elle a inquiété, elle inquiète encore. Et donc elle ne suscite plus a priori la confiance et l'adhésion qu'elle devrait. Et dans des temps comme l'actuel, où on voit beaucoup de doutes, vous voyez les questions autour du vaccin. C'est un enjeu significatif en termes de confiance dans la science. Il y en a d'autres. Donc, en matière de développement durable, il faut commencer par appréhender les questions avec les connaissances scientifiques les plus sûres, les plus dignes de confiance. Parce que ça suscite aussi beaucoup de fantasmes catastrophistes, de peurs, qui pour certaines sont justifiées, moins pour d'autres, où elles sont parfois exagérées. Donc, bien identifier les problèmes et aussi utiliser la conscience de la jeunesse comme un aiguillon, un levier pour les adultes qui seraient éventuellement ou négligents ou indifférents, qui ne partageraient pas ce souci qui est le vôtre de l'avenir de notre planète. Pour cela, l'Académie est bien outillée, le terrain a été bien travaillé. On a des élections d'éco-délégués dès le collège. On a des labellisations développement durable d'établissements, plus de 40% des collèges et des lycées. C'est un peu moins dans le premier degré, mais ça progresse. On a un travail remarquable qui a été fait par le CAVL et qui a été un aiguillon, comme je le disais, pour la région, pour le conseil régional, qui réunit périodiquement sur ces questions des instances qui incluent des élèves désormais. Tout cela est important et va s'amplifier. C'est une des choses que l'on peut annoncer à l'occasion de ces vœux et en faire un vœu, puisque Madame Poirson, Brune Poirson, qui a été il y a peu encore secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, qui est venue dans notre académie, dans le Jura, reviendra au premier semestre
l'année prochaine, dans le cadre de la mission que lui a confiée le Premier ministre, pour travailler sur le terrain avec les éco-délégués, avec le CAVL, à des actions de mobilisation dans nos établissements. Et nous en reparlerons donc bientôt. Mais ce projet existe et nous le ferons vivre avec vous. Par rapport à la crise sanitaire que nous vivons en ce moment, nous voulions savoir comment la communauté scolaire peut créer une véritable synergie afin d'éviter tout type de décrochage scolaire et donc de réussir au mieux leur scolarité dans un climat serein et propice aux apprentissages. Ici, j'ai envie de dire qu'il est souhaitable de profiter de l'épreuve que représente la crise sanitaire pour changer des habitudes qui lui préexistent. On ne peut malheureusement pas dire qu'en temps normal, avant, tout dans la vie scolaire portait naturellement les élèves et les professeurs et la communauté éducative vers la solidarité, vers l'entraide. On pourrait même penser que souvent, c'est plutôt la compétition, le souhait d'être le meilleur possible et de passer devant les autres qui l'emportait. Et ce qui vaut pour les individus vaut aussi pour les établissements. Chacun tient son image de marque, si j'ose dire, et on a du mal à susciter de la solidarité entre les établissements. La réforme du baccalauréat nous y a aidés à plusieurs titres, en mettant fin à des séries qui étaient, dans l'esprit de tous, hiérarchisées entre elles, où il y avait les bonnes et les mauvaises, et surtout l'une qui était l'excellente, où il fallait absolument aller quand on voulait réussir dans la vie, la série S. Et je suis frappé de la rapidité avec laquelle vous, les élèves, vous avez compris tout le bénéfice qu'on pouvait tirer de la suppression des séries et de la liberté plus grande laissée d'avoir une offre variée, de choisir dans une offre variée de spécialités. Comme un certain nombre de ces spécialités ont été mutualisées entre les lycées, en tout cas dans les villes, ça a créé aussi une certaine forme de relation qui n'existait pas avant. On a une offre qui est plus collective. Mais il ne faut évidemment pas s'arrêter sur cette voie-là. Et pour moi, et j'en fais le vœu devant vous, mais c'est un vœu qui est aussi un engagement, je crois qu'on ne progressera pas sans donner plus de place à l'entraide entre les élèves, à l'entraide organisée entre les élèves. Sans écouter donc davantage la parole des élèves, ce qu'ils ont à nous dire, sans aller jusqu'à préconiser cette procédure systématique, je pense qu'on progressera à la faveur des évaluations d'établissements qui vont être déployées à partir de l'année 2021. L'auto-évaluation des établissements, c'est très utile de faire progresser entre les acteurs tous les métiers et les élèves aussi d'un établissement, une capacité à s'auto-évaluer, à mettre à distance critique ce que l'on fait, ses pratiques et leurs résultats. Vous allez y contribuer, on vous mobilisera pour cela et on vous écoutera. Et partout où on rencontrera des difficultés, on poussera à ce que cette entraide soit plus systématiquement organisée. Pourquoi ça a à mes yeux une telle importance? C'est parce que pour moi c'est indissociable de l'enjeu de la mixité sociale. Et on rejoint un peu votre question de tout à l'heure sur la discrimination. Que nous le voulions ou non, et avec les meilleures intentions que nous rappelons sans cesse, la devise de notre République, etc., nous avons un monde scolaire qui est ségrégué. Il l'est de fait. On a des établissements où le recrutement n'est pas le même que dans un établissement qui peut être distant de quelques centaines de mètres, quelquefois, parce que les quartiers ne sont pas les mêmes. Et on a beaucoup de mal, on rencontre beaucoup de résistance
y compris dans les familles, où on n'a pas envie que son enfant nécessairement aille dans un établissement qui a une mauvaise réputation. Cette mauvaise réputation, souvent, elle repose sur des fantasmes et sur une image de l'autre dont on sait qu'elle n'est pas juste. Et là encore, le fait d'avoir été habitué le plus tôt possible à travailler ensemble, à s'entraider, à se retrouver entre enfants, adolescents, jeunes gens, qui seront tous des citoyens français et des citoyennes, passe pour moi par l'entraide des plus habiles, des plus à l'aise, vers les plus en difficulté, les plus faibles, sans que ce soit stigmatisant, parce que ça le sera de toute façon moins que des dispositifs créés par les adultes qui cibleront telle ou telle catégorie. Parce que ça, c'est toujours un peu. Vous voyez, c'est un autre risque de discrimination, même animé de bonnes intentions. Lorsqu'on met en place des dispositifs de soutien à tel ou tel groupe, telle ou telle catégorie d'élèves, on peut s'exposer à ce risque de stigmatiser sans le vouloir. Ce qui se passe entre les élèves, c'est autre chose, et ça vient plus naturellement. Et c'est pour cette raison, entre autres, plus efficace. Voilà, donc une question qui remonte également à propos de la poursuite d'études avec l'interruption des visites portes ouvertes en présentiel. Quelle future perspective pour les bacheliers ? C'est une question qui s'est déjà posée l'an dernier. Et effectivement, il y a à craindre que cette année encore, nous ne puissions pas rassembler des groupes très nombreux, comme selon la formule qu'on a connue, les salons de l'étudiant, etc., les journées portes ouvertes qui brassent beaucoup de monde. Ce qu'il faut, je crois, d'emblée souligner, c'est que l'empêchement de ces rites, parce qu'il y a un côté rituel, c'est un moment de l'année, c'est une occasion où parents et enfants vont à la recherche des informations, et l'aspect rituel n'est pas le moins important dans l'affaire. C'est peut-être aussi important ou plus que les informations elles-mêmes, que la qualité des informations recueillies. C'est un moment de l'année, c'est un moment de la vie, où un moment fort des relations entre parents-enfants et communauté éducative. Il faut probablement lui trouver des rites de substitution. C'est trop tôt pour dire lesquels. Le numérique ne s'y prête pas facilement. Mais en termes d'information, de qualité de l'information, de précision de l'information, à mon avis, il peut remplacer. Et ce qui importe, comme vous l'avez suggéré plusieurs fois, c'est le lien. C'est ce qu'il y a d'humain autour de l'information, qui la rend compréhensible, qui permet de la partager bien, parce que vous savez bien qu'il ne suffit pas que vous ayez une idée, que vous puissiez argumenter pour qu'elle soit immédiatement acceptable ou par vos parents ou par vos professeurs. Et c'est à cela que nous devons d'abord vous aider, parce que ce qui importe pour nous, le service que nous avons à vous rendre, c'est celui de devenir vous-même avec le projet qui est le vôtre. Et cela, enfin, je dirais, les salons peuvent y aider, mais bien d'autres formes d'action. Donc là, on n'est qu'au début de ce qui nous est imposé par les circonstances, mais il est probable que parmi les choses qui changeront de façon irréversible, et bien des choses vont avoir changé de façon irréversible. On n'en a pas encore fait l'inventaire, mais elles sont nombreuses. Eh bien, il y aura des formes nouvelles de partage de ces informations. C'est un des grands enjeux de l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement personnalisé, il y a longtemps qu'il existe, mais nous savons, là encore par des travaux de vos aînés au CAVL, qu'il se présente de façon très variable selon les établissements. Et eh bien, il faut que ces deux mots aient le sens que nous souhaitons qu'ils aient, c'est-à-dire qu'il y ait un véritable accompagnement et qu'il soit véritablement personnalisé. C'est une des formes sur lesquelles nous mettrons l'accent. Cela dit, soyons tout de même confiants. L'an dernier,
alors que nous étions percutés par la crise sanitaire, par le confinement complet. Moi, j'étais inquiet sur le déroulement de la procédure Parcoursup. Elle s'est bien passée. Je veux dire par là que nous avons trouvé les moyens d'accompagner, avec la commission académique, même régionale académique d'accès à l'enseignement supérieur, celles et ceux qui en avaient besoin au moment où ils en ont eu besoin dans leur orientation. Et donc nous y veillerons a fortiori cette année. Et s'il y a une chose que je voudrais, au moment de prononcer des vœux, vous dire, c'est que si vous vous considérez comme une génération sacrifiée ou potentiellement sacrifiée, il ne faut pas voir seulement les inconvénients qu'aura pour votre génération la période que nous venons de traverser et dont nous ne sommes pas encore sortis. Vous ne serez pas une génération sacrifiée sur le plan scolaire. Ne vous mettez pas en tête que vos résultats sont moins bons ou seront moins bons que ceux de vos aînés. Mais surtout, ce qui importe, ça ne serait encore pas grave, ça, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez une génération sacrifiée dans la vie active qui vous attend, qui est devant vous. L'enjeu, en l'occurrence, il n'est pas seulement scolaire. Et il nous rappelle tous les jours que nous ne vous formons pas seulement pour que vous ayez de bonnes notes. Nous ne vous formons pas pour cela. Nous vous formons pour que vous deveniez des personnes adultes capables d'avoir une vie heureuse, épanouie, avec un projet professionnel qui vous plaise et que vous réalisiez dans ce que vous ferez. Et là, ce sont les conséquences économiques et sociales qui doivent nous inquiéter bien plus que la circulation du virus. La circulation du virus, on sait qu'elle a été bien contenue dans nos établissements. Elle a été arrêtée. Il n'y a pas eu multiplication des cas. Vous avez très bien respecté les protocoles sanitaires, vous avez été très responsable. Comme peut-être beaucoup d'adultes en auraient douté au départ, vous avez apporté là une démonstration très importante. Mais au-delà de cela, il y a l'économie qui va être transformée, il y a les perspectives d'emploi, il y a une réorganisation du temps. Il y a des activités dans lesquelles il faudra peut-être attendre un peu que les choses se rétablissent, pouvoir trouver des possibilités d'années sabbatiques, de mobilité dès lors qu'elles vont pouvoir reprendre. Autrement dit, nous devons vous accompagner dans la préparation de votre entrée dans la vie professionnelle et pas seulement jusqu'au baccalauréat. Et là non plus, vous ne devrez pas être, et nous veillerons à ce que vous ne soyez pas une génération sacrifiée, parce qu'il va falloir inventer des solutions pour un monde qui aura irrémédiablement changé. Pour conclure, monsieur le recteur, que souhaitez-vous pour les élèves en 2021 ? Ce que je vous souhaite à vous, les élèves, c'est de tirer de la force de ce que vous êtes en train de vivre, de vous sentir plus fort à mesure que ces semaines vont passer, parce que vous aurez accepté, enduré des contraintes qui ne sont pas, si j'ose dire, de votre âge. On vous impose des choses que nous aurions eu peine à accepter au même âge. Donc, nous l'avons à l'esprit. Et pour moi, ça équilibre largement les inconvénients que pourrait avoir le fait de n'avoir pas étudié telle ou telle partie du programme. Le fait d'avoir trouvé en vous ces ressources morales, le sens que vous donnez aux choses, la part que vous aurez prise de la solidarité envers les anciens, parce que c'est aussi ça, si vous faites tout ça, si vous acceptez tout ça, c'est parce que vous avez un sens de la solidarité entre les générations qu'on ne suppose pas toujours naturel chez les jeunes. Vous me l'accorderez. Donc c'est une leçon remarquable. Et je vous souhaite d'en tirer de la force. Je souhaite que les aînés pensent ce que je viens de dire, soient conscients que la discipline dont vous avez fait preuve, c'est pour les protéger, eux. Donc, je fais le vœu que tous ces efforts attestent de manière consciente
cette solidarité entre les générations et que nous en tirions collectivement plus d'unité entre nous. Une fois passé le pire de la crise, il y aura bientôt un vaccin, des vaccins. Les aspects les plus critiques sur le plan sanitaire vont être derrière nous, mais ce que je vous disais à l'instant, et c'est le vœu pour moi le plus important, c'est que vous n'ayez pas à souffrir durablement des conséquences autres, économiques, sociales, et d'abord scolaires. Donc, que vous terminiez vos études ou que vous les poursuiviez ensuite dans un autre cadre, vers l'enseignement supérieur, l'horizon vers lequel vous allez, c'est un horizon, on le sait bien, de montée en qualification, d'allongement des études par rapport à ce que dans vos familles, vos parents, grands-parents ont pu faire. C'est cette foi-là qu'il nous faut retrouver. Vous prendrez le temps nécessaire pour cela. Ayons aussi un autre rapport au temps. Ne donnons pas à la jeunesse le sentiment qu'elle est dans une course de haies, qu'il faut courir à l'allure la plus vive possible. La crise nous apprend qu'il faut prendre aussi son temps. Si nous ne le faisons pas, les circonstances nous l'imposent. Donc, retrouvons ce sens des valeurs fondamentales et de la solidarité entre les générations. Et pour ce qui est du monde scolaire, éducatif, ça devrait nous être plus naturel. Le service public que rendent tous les professionnels de l'éducation, professeurs, assistants d'éducation, agents des collectivités qui travaillent dans les établissements, tous ont chevillé au corps le sens du service public. Je leur souhaite à eux de continuer à donner le sens comme ils le donnent, comme ils l'ont donné depuis le mois de mars, à en tirer les satisfactions morales, humaines que ça procure de voir que ceux pour qui on travaille ne souffrent pas trop de la crise, souffrent le moins possible. Endurons ensemble ce qui reste de temps à passer dans les conditions exceptionnelles où nous sommes, et j'ai la conviction que nous en sortirons tous plus forts. Donc une bonne et heureuse année à vous tous.